je m'appelle Céline Puil, je suis sage-femme libérale. Donc ça veut dire que j'exerce dans un cabinet en région parisienne, à Fontenay-sous-Bois. En tant que sage-femme, juste pour rappel, on peut suivre la grossesse, prescrire les ordonnances, accompagner l'accouchement, et puis l'allaitement, que ce soit au sein, au biberon, les deux. Et puis la rééducation du périnée et le suivi gynécologique des femmes. Et donc on reste dans le cadre de la physiologie, c'est-à-dire quand tout se déroule sans problème, sans maladie. Si on dépiste quelque chose, on adresse à nos collègues gynécologues obstétriciens. Donc diplômée depuis 2011, j'ai exercé au CHU de Rouen, après au BUE. Et puis parallèlement, vraiment il y a plein de choses que je ne comprenais pas, donc j'ai souhaité faire un master de sociologie. Et ça m'a aidé à mieux comprendre les enjeux autour de la naissance. Ça a aussi bien sûr changé mes pratiques, j'en reparlerai sûrement. Et puis j'ai travaillé aussi dans une maison de naissance, c'est-à-dire que les femmes sont suivies par la même sage-femme ou un petit groupe de sages-femmes et accouchent là pour le coup sans péridurale. Parallèlement à mon cabinet, et puis j'ai aussi était la sage-femme d'une consultation à destination des personnes lesbiennes et ou trans pour leur suivi gynécologique. Ça, c'était au Checkpoint à Paris. Alors, le libéral, c'était pour pouvoir prendre en charge de manière vraiment qualitative les femmes, prendre en charge, accompagner, répondre aux besoins de santé. C'est vrai que moi, ça m'arrive je fais minimum une demi-heure de consultation. Je ne suis pas la seule à pratiquer comme ça, mais le cadre du libéral me permet plus de liberté pour faire mon métier comme je le juge correct. Ensuite, j'exerce aussi en plateau technique, c'est-à-dire que je suis les femmes pendant la grossesse, et puis je suis là à l'accouchement. Pour ça, je fais partie d'un collectif de professionnels qui s'appelle le groupe Naissance. Et on travaille aussi avec des gynécologues et une psychologue. Donc ça, c'est un exercice qui est ultra minoritaire dans la profession de sage-femme, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour retrouver du sens à ma pratique. Et ce qui est génial, c'est que du coup, j'accompagne une femme pendant l'accouchement et j'ai pas 3 femmes en même temps à m'occuper, plus le téléphone qui sonne, plus le fait de ne pas avoir mangé, être aux toilettes. Donc je peux vraiment être pleinement disponible pour elle et on pourrait se dire oui, c'est une femme, mais en fait une femme prise en charge correctement, c'est déjà une révolution, quoi. Donc ce qui est déjà intéressant dans ce dossier, c'est qu'il y a plusieurs définitions. Alors on pourrait se dire, c'est quoi un phénomène où il y a plusieurs définitions? Mais c'est aussi parce que les violences obstétricales et gynécologiques, c'est de nombreuses pratiques, de nombreux mots qui sont dits ou pas dits, justement. C'est par exemple une négation des souffrances, le fait de ne pas faire attention à la douleur de personnes, ou à la minimiser, ou alors à infantiliser les gens, favoriser des sentiments de honte, des jugements, des demandes de justification, des culpabilisations, mais aussi des gestes dans la chair, c'est-à-dire le fait de couper le sexe d'une femme ou l'épisiotomie, sans consentement, parfois des césariennes abusives, et puis aussi de la mésinformation, de la désinformation, Et c'est toutes ces logiques aussi qu'on va retrouver dans le dossier et qui sont vraiment explicites. Donc il y a peut-être un élément, c'est l'absence de consentement comme nœud qui constitue toute forme de violence. Ça, c'est une phrase issue de l'article de Leslie Funkern, qu'on peut retrouver dans le numéro. Et puis, définition par exemple du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes dans un rapport de 2018, un rapport d'une centaine de pages sur vraiment le détail des violences gynéco et obstétriques. Alors, c'est les violences gynécologiques et obstétricales, des actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical. Donc, ce sont des gestes, des propos, des pratiques et des comportements exercés par une ou plusieurs membres du personnel soignant sur une patiente au cours du suivi gynécologique et obstétrical, et qui s'inscrivent dans l'histoire de la médecine gynécologique et obstétricale, traversée par la volonté de contrôler le corps des femmes, sexualité et capacité à enfanter. Mais c'est des choses qui sont très concrètes et que les gens vivent dans leur cœur, dans leur corps, dans leur sexe aussi.
et donc qui peuvent impacter voilà, la vie, la manière dont on se sent, dont on a confiance ou pas. Surtout dans une période, moi je connais bien la période de la maternité, au sens où j'accompagne voilà, beaucoup de femmes, et c'est une période oui, de vulnérabilité où il n'y a surtout pas besoin d'avoir mal et de se sentir voilà, comme un bout de viande, quoi. Donc l'article des violences gynécologiques et obstétricales, construction d'une question politique et de santé publique, de Virginie Rosé et Clémence Chance. Donc là c'est vraiment intéressant de revenir sur comment ce sujet devient un sujet légitime, à la fois publiquement mais aussi dans la recherche. Donc voilà, les auteurs ont quand même replacé les différentes définitions des violences obstétricales, et puis aussi le moment où ça a émergé, donc en 2000, dans des pays d'Amérique latine, et puis plutôt 2013 en France. Alors au début sur le format blog, bande dessinée, et puis ensuite sur le format de témoignage. Donc voilà, ce premier article, c'est vraiment pour essayer de bien cerner et introduire ce sujet des violences obstétricales. Et puis, moi je suis reconnaissante à Santé publique, à la revue de Santé publique, de consacrer un numéro là-dessus, parce que en fait, moi j'avais, malgré mon master de sociologie et voilà, ma volonté de faire du mieux possible, j'avais pas intégré qu'un jour ça pourrait changer tout ce que je voyais des problématiques. C'est-à-dire que je pensais pas que la parole se libérait et qu'il y aurait un mot pour dire tout ce que je voyais. Et que, voilà, qui me heurtait et qui... Voilà, bien sûr c'est extrêmement violent pour les femmes, mais c'est extrêmement violent pour les professionnels qui soit assistent, soit se voient en train de faire des choses qui jugent finalement problématiques. Donc voilà, je suis très heureuse qu'il y ait ce mot qui ait émergé et qu'on puisse, malgré les différentes définitions, malgré toute les réalités différentes que ça recouvre, trouver un mot pour parler et pour rompre le silence. Le deuxième article, donc, l'émergence du concept de violence obstétricale, l'impact du mouvement féministe, de Mathieu Askew et Laurence Tin. Donc voilà, c'est un article qui part du constat que les violences obstétricales existaient depuis bien longtemps, mais en fait ce n'est pas nommé comme tel. Et c'est vraiment un article qui revient sur comment un groupe de femmes impliquées dans l'accouchement naturel, notamment l'accouchement à domicile, en fait, a pu se saisir de cette définition, de ce mot des violences obstétricales pour faire valoir une parole du coup féministe. Et c'était pas gagné parce que dans ce collectif, il y avait aussi des hiérarchies entre l'accouchement naturel, l'accouchement pas naturel, l'allaitement, pas l'allaitement, et des conceptions différentes de ce que c'est que d'être une femme et d'accoucher. Et en fait, voilà, ce concept de violence obstétricale a pu rassembler en fait ce collectif qui était quand même différent et qui aurait pu imploser, quoi. Donc là on est vraiment au cœur de comment les femmes en fait essaient de s'en sortir avec tout ça, et comment elles arrivent à faire collectif, et aussi comment elles pourraient très bien ne pas faire collectif, quoi. Voilà. Et donc, il y a une phase qui a été très importante de libération de la parole des femmes sur les réseaux sociaux, sur des médias aussi plus légitimés comme Arte par exemple, je pense au documentaire de Lydie sur les violences obstétricales. Et puis ce numéro en fait fait partie de tout un pan qui est peut-être moins connu du grand public, mais un pan important de la connaissance, et ça nous permet vraiment d'aller en profondeur dans les sujets et de voir à quel point ils sont légitimes, de voir aussi comment la violence s'exerce, ce qui est toujours très difficile parce que en fait la violence elle effracte tout, elle pète tout, elle casse tout, mais là en fait avec la recherche on peut vraiment voilà, donner corps à la violence en fait, malheureusement. Et voilà, ce qui est parfois difficile de lire, ce qui est parfois difficile à lire, voilà, et ce qui est forcément porteur de remise en question. Donc ce qui nous amène à un article de
Stéphanie Batran-Zandvoort, Olivier Razoum et Céline Miami. Donc excusez-moi si je ne dis pas la bonne orthographe. Donc c'est un regard théorique sur l'intégrité de la naissance, médicalisation, théorie du risque, embodiment et intersectionnalité. Donc ça c'est vraiment pour moi un article qui a plus que toute sa place dans une revue de santé publique. C'est un article qui est théorique, mais qui rassemble des notions extrêmement fortes, comme l'intersectionnalité, voilà, que je connaissais, mais qui est mobilisée et articulée avec d'autres notions théoriques. Donc intersectionnalité, c'est le fait de, selon sa place dans la hiérarchie sociale, de subir différentes oppressions. Donc c'est quoi les hiérarchies sociales? Ça peut être des hiérarchies de classe, par exemple, différents milieux sociaux, voilà, d'être de milieux populaires ou de classe aisée. Ça peut être ce qu'on appelle la race, c'est-à-dire ce qui est encodé dans le milieu social, comme la couleur de peau par exemple, et ça donne des vécus différents parce que ça n'offre pas les mêmes avantages. Ou alors le genre, le fait d'être un homme, une femme, les deux, ou plus. Donc voilà, à partir de sa place dans la hiérarchie sociale, en fait, et de ses places, il y a différentes oppressions. Et là, en fait, c'est articulé avec la médicalisation, c'est-à-dire le fait de nommer comme pathologique ou malade et de donner à l'institution médicale toute la légitimité pour parler à la fois de ce phénomène. Ça peut être l'accouchement, mais ça pourrait être la mort. De parler de ce phénomène, le décrire et puis trouver des solutions pour le traiter. Et quelque chose de très important, c'est la notion de risque. Donc on est une société là où on essaie vraiment de minimiser les risques, mais sauf qu'en obstétrique, le fait de vouloir le risque zéro, ça peut en fait être la porte ouverte à voilà, une cascade d'interventions qui gênent le processus physiologique et qui aboutissent à finalement plus de pathologies que si on avait moins agi, quoi. Voilà, donc vraiment c'est un article vraiment avec une puissance théorique très importante et qui explique aussi comment les professionnels de santé, qui sont par ailleurs souvent gentils, de bonne volonté, en fait sont quand même malgré eux violents. Voilà. Donc vraiment un article très important pour la compréhension du réel, en fait. Voilà. On pourrait se dire oui c'est théorique, est-ce que ça a vraiment apporté? Oui, ça apporte vraiment une lecture du réel et une puissance à cette lecture, quoi. Oui, et donc merci parce que ces auteurs effectivement développent la notion d'intégrité à la naissance. Voilà, c'est vrai que si cette vidéo peut contribuer à populariser ce concept, ce serait vraiment génial. Quand les auteurs parlent d'intégrité à la naissance, ils soulignent le droit de chaque femme à l'inviolabilité de son intégrité. Et ces auteurs placent l'expérience de l'accouchement, la perception individuelle de celui-ci au centre de la réflexion. L'intégrité de la naissance, ça comprend l'intégrité physique, mentale et sociale, ainsi que les effets immédiats, par exemple la peur, la honte, la douleur physique, et différés. Lorsqu'il y a des violations de l'intégrité, donc par exemple quand il y a un traumatisme, une douleur prolongée, une déficience sexuelle. Et puis ces auteurs vraiment insistent sur le fait que l'intégrité à la naissance, c'est un terme qui est sensible aux questions de genre et un terme inclusif. Voilà, donc il peut concerner les femmes enceintes, mais aussi les hommes enceints, ou des personnes qui ne se définiraient pas forcément comme femmes, mais qui pour autant sont concernées par le processus d'accouchement, par exemple, ou de procréation. Donc Claire Salle, qui a travaillé sur le rôle des représentations visuelles et audiovisuelles dans la reconnaissance de la notion de violence obstétricale en France et en Belgique. Donc je trouve que c'était un très bel article, très accessible et très pertinent, qui revenait sur vraiment comment les images sont montrées. Donc c'est vrai qu'on ne voit pas par exemple de sexe coupé, de ventre ouvert, voilà. Bon, en tout cas
moi j'ai pas beaucoup vu ça. Par contre, on a beaucoup vu de femmes témoigner à visage découvert, ce qui est très, très courageux. Et puis, Claire Salle revient sur l'émergence du concept de violence obstétricale et des moyens par lesquels ça a émergé, donc les BD par exemple, les blogs. Et en fait, elle revient vraiment sur le fait de voir un visage comme preuve et comme légitimation des violences obstétricales, ce qui peut être rapproché de certains moyens utilisés par les courants féministes pour montrer une vérité par le corps et puis par la prise de position visage découvert. Elle précise aussi dans son enquête que c'est une enquête exploratoire, donc il y a d'autres enquêtes à mener. Voilà, donc il y a vraiment aussi une modestie qu'on sent dans cette recherche, en même temps qu'une puissance en montrant comment en fait, on légitime un sujet, quoi. Ensuite, l'article de Leslie Fonkern, c'est pas la pilule qui ouvre la porte du frigo. Violence médicale et gynécologique en consultation de contraception. Donc un article qui revient vraiment sur un terrain d'enquête, un terrain de recherche avec la sociologue qui a vraiment assisté à des consultations, qui les a notées et qui ensuite fait le commentaire et la critique ou en tout cas analyse ces consultations. Donc elle me permet vraiment de mettre des mots sur des processus du type infantilisation, négation de la parole de l'autre, paternalisme, et puis elle met de manière très subtile la focale sur des enjeux comme par exemple le fait de refaire revenir les femmes tous les 6 mois, comme les praticiens et les praticiennes sont payés à l'acte, et bien voilà, à la fois des enjeux financiers et puis des enjeux aussi pendant la consultation d'éviter d'écouter l'autre, d'éviter de le laisser parler. Voilà, donc ça nous montre en tant que professionnel qu'il y a du boulot. Et puis, elle revient aussi sur des aspects de l'examen gynécologique, comme par exemple la banalisation du toucher vaginal et surtout le fait que les femmes ont subi cet acte sans savoir pourquoi. Et donc ça, en fait, montre vraiment qu'il y a un continuum entre, par exemple, la culture du viol, c'est-à-dire le fait de légitimer des violences sexuelles, voilà, les rendre vraiment légitimes, et puis ce qui peut se passer dans une consultation, pour le coup, médicale. Alors, un article sur les violences gynécologiques et obstétricales, technologie biomédicale et avortement dans une maternité publique du nord-est du Brésil. Donc là, ça a été un article difficile à lire pour moi parce que c'est vraiment un article qui montre le décalage entre les normes médicales qui devraient être appliquées et la pratique. C'est-à-dire du coup, des professionnels qui ne suivent pas du tout les recommandations de leur pays et il y a un travail de terrain aussi avec des observations de femmes qui consultent aux urgences. Parce que soit elles ont une fausse couche, soit un avortement, sachant que dans le contexte brésilien, c'est des mots qui se ressemblent. Et puis, voilà, le fait d'être imposé à avoir une grossesse. Et puis, on sait aussi que ces femmes qui utilisent leurs moyens à disposition, c'est-à-dire le marché noir pour avoir des médicaments ou le fait de se faire une infection pour avorter, en fait, elles sont à risque de mourir, quoi. Voilà, donc un article vraiment très courageux des auteurs Mariana Ramos Pitalima, Cecilia Anne McCallum et Grace Maria de Souza Meneses. Très courageux, très utile, et puis aussi tout à fait légitime d'un point de vue de la recherche, avec vraiment une assise théorique, quoi. Alors, ensuite, un article de Alicia Marquez Morita, les césariennes non nécessaires et la violence obstétricale au Mexique, une visibilité et des résonances croissantes. Voilà, donc un article très bien renseigné, puisque ça reprend 20 ans quasiment d'articles de 2 revues essentiellement, donc 2 revues mexicaines de santé publique. Et donc il y a vraiment un travail sur comment est-ce que, en fait, finalement, les césariennes proposées par les médecins sont finalement acceptées par les familles. Il n'y a pas toutes les réponses dans cette enquête, ce qui est du coup intéressant parce que ça montre que c'est un champ de recherche à poursuivre.
Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'auteur montre qu'il y a plutôt les femmes de classe aisée qui vont faire une césarienne. Genre, l'accouchement voix basse, ce serait un peu désuet ou has-been, quoi. Voilà, elle insiste aussi sur le fait que c'est avant tout les médecins qui, en tout cas les professionnels de santé, qui ont proposé ces césariennes avec des arguments de sécurité, alors qu'en fait, c'est pas vrai. C'est pas plus sécuritaire de faire des césariennes, surtout en termes de population générale. Il y a plus que de risque de rupture de l'utérus ensuite. Il y a aussi plus de risque de mortalité au moment des césariennes. Donc voilà, comment en fait, sous des arguments pseudo-sécuritaires, parce que c'est pas le cas, aussi de rapidité, bien en fait cette pratique devient presque légitime, alors que en fait ça augmente les coûts, ça augmente les risques pour les femmes. Voilà. Ouais, et personnellement, moi j'ai beaucoup travaillé sur l'accouchement à domicile, sur l'accouchement naturel, sur les possibilités des femmes à accoucher. Et c'est vrai que là, de voir l'autre extrême, c'est-à-dire des femmes qui réclament une césarienne, pour moi c'est aussi extrêmement important. Mais de voir que ça sert avant tout les intérêts des professionnels de santé ou d'autres intérêts, voilà, c'est là qu'il y a un vrai problème. Et quand surtout il y a un problème de désinformation, voilà. Et ça m'a fait penser aussi, il y a quelques siècles en France, les femmes qui n'allaitaient pas mais confiaient leurs enfants à des nourrices. Et puis ça c'était plutôt les femmes de classe sup. Et du coup, toutes les femmes se mettaient à faire ça. Et en fait, c'est le risque, voilà, en montrant que la classe aisée fait ça, c'est que tout le monde fasse ça. Voilà, donc un super article encore une fois, et qui permet d'ouvrir aussi sur d'autres pays et de montrer à quel point les violences obstétricales recouvrent tout un tas de pratiques et sont un phénomène international et qu'elles prennent des formes locales, mais à quel point c'est un problème de santé et un problème qui affecte la vie des personnes et qui affecte aussi tout ce que les personnes vont pouvoir mettre en place ou pas dans leur vie. Voilà. Donc, pour moi, on est sur des problématiques de vie-mort, on est sur des problématiques de cet ordre-là. Donc, dernier article, c'est sur l'impact d'une intervention d'humanisation des accouchements sur l'expérience de soins des femmes au Sénégal. Donc, les auteurs sont Émilie Gélinas, Omar Malé Samba. Désolée pour si j'écorche les mots. Donc un article qui peut surprendre, parce qu'on dit qu'il y a besoin d'une recherche pour montrer à quel point parler correctement aux femmes, leur laisser un minimum de liberté de leur position, c'est bénéfique pour elles, et donc il y a besoin d'une recherche pour montrer ça. Donc voilà, une recherche avec un dispositif clair, une formation de sage-femme sur laisser les femmes pouvoir choisir leur position, aussi qu'il y ait vraiment une certaine politesse, un respect aux femmes dans le langage. Je pense qu'il y a d'autres éléments de formation. Donc ça montre que c'est une intervention qui est très utile pour les femmes. Et ça montre aussi toutes les difficultés en termes de charge de travail, en termes de formation des professionnels. Et encore une fois, du coup, on peut souligner le caractère international de ces recherches. Et donc pour terminer, l'édito de ce numéro, consacré aux violences gynécologiques et obstétricales, comprendre pour agir, l'édito de Priscille Sauverin, violences dites gynécologiques et obstétricales envers les femmes immigrées de l'Afrique subsaharienne en France. Donc pour moi, c'est un édito majeur parce que Priscille Sauverin va reprendre les données déjà chiffrées. Il y a 35% de césariennes pour les femmes immigrées d'Afrique subsaharienne en France, contre à peu près 20% pour les autres. Donc voilà, il y a un traitement différencié des femmes migrantes noires, originaires d'Afrique subsaharienne. C'est vraiment intéressant parce que les femmes ne décrivent pas forcément des violences, parce qu'en fait elles ont déjà subi des violences dans leur pays au cours de leur parcours migratoire, et en fait à la maternité, déjà il y a moins de racisme au sens où c'est moins violent que dans les autres institutions, donc elles sont plutôt contentes des relations avec les professionnels, elles trouvent que les professionnels sont respectueux. Elles apprécient aussi la gratuité des soins et
voilà, et aussi la qualité des professionnels. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est ce que les femmes disent, et comparé à toutes les autres violences qu'elles ont subies. Mais pour autant, c'est pas satisfaisant en termes éthiques et de santé de se dire que voilà, les femmes migrantes subissent plus de césariennes, voilà, qui si elles sont justifiées, justifient les conséquences sur la santé des femmes, mais voilà, en termes de santé publique, c'est pas acceptable. Donc voilà, voir que les violences obstétricales, elles concernent vraiment toutes les femmes, mais elles vont être encore plus violentes sur les femmes qui sont déjà précaires. Donc là, on parle, après c'est trop souverain, on parle de migrantes, mais on pourrait parler aussi des femmes travailleuses du sexe, des femmes non blanches, des femmes handicapées, je pense par exemple aux sourdes malentendantes, parce que c'est des personnes que je vois dans les demandes d'accouchement domicile de mes collègues, mais voilà, toutes les formes de handicap, et donc que les plus précaires sont finalement encore plus touchés. Après cette présentation du dossier, j'espère que ça donne envie de lire ce dossier aux personnes, que ce soit des chercheurs, des chercheuses, aussi des professionnels de santé. Voilà, la recherche, c'est vraiment pour le poisson, le local est invisible, donc ça permet, nous, notre professionnel de santé, de prendre connaissance de notre local, et là, notamment en voyant les conséquences sur les femmes. Et aujourd'hui, il y a la commission des 1000 jours qui promeut la phase de la grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant comme vraiment une fenêtre d'opportunité pour toute la personne, pour tout son avenir. Et on ne peut que lier les deux sujets, quoi, sur la nécessité de prendre soin des êtres en devenir, en prenant soin bien sûr de celles qui accouchent ou celles qui n'accouchent pas d'ailleurs. Est-ce qu'on peut imaginer qu'une jeune personne qui demande une contraception, qui déjà se fait violenter à ce moment-là, ne sera peut-être pas peut-être pas envie d'être enceinte d'ailleurs, elle sera peut-être pas très à l'aise dans son suivi ensuite, et puis peut-être pas très à l'aise pour avoir confiance dans ses capacités à accoucher, et peut-être pas très à l'aise pour se sentir une mère, quoi. Donc, et du coup, une mère qui se sent pas à l'aise d'être mère, c'est compliqué de l'instauration du lien entre son bébé, et tout ça, ça a des conséquences psychologiques mais physiques aussi pour la personne en devenir. Donc voilà, c'est vrai que ce sujet, je remercie la revue Santé publique de l'avoir. C'est une revue quand même très légitime de la recherche, d'avoir vraiment mis des articles de très grande qualité, de participer au fait que ce sujet soit légitime auprès des pouvoirs publics, auprès du grand public.